Tout d'abord, je remercie donc Anna pour la présentation qu'elle va faire, l'épigénétique et le cancer. Donc, très belle formation que je recommande vraiment à ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils soient thérapeutes ou pas d'ailleurs, hein. Très bien faite, très bien sourcée. Franchement, c'est un très joli travail qu'a fait Anna, dont vous avez vu le CV, hein, qui est impressionnant. Donc, je n'ai pas du tout été étonné par par la qualité, effectivement, de tout cela. Et il y a d'autres formations, d'ailleurs, hein, au sein de son école, qui est basée sur Nice, qui sont aussi fort intéressantes, hein. Voilà, Anna, je vous laisse la parole et je vous remercie encore une fois au nom de tous les membres de l'association Espoir Métabolique de nous éclairer sur l'épigénétique. Merci beaucoup, Patrick, pour m'avoir invité, accueilli et pour tous ces éloges. Merci à tous d'être là, pour votre attention, votre temps. J'espère que, donc justement, ça prouve que ce que je fais, ce que Patrick fait, ce n'est pas pour rien, c'est important pour d'autres personnes aussi. Euh, J'entends un écho. Vous entendez un écho ici ou pas? Non? Non, Bon, tant non. mieux, tant mieux. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots comment je suis arrivée là. Il y a plusieurs années de ça, donc j'ai eu aussi des problèmes de santé, comme pas mal de vous. Et heureusement pour moi, c'était juste au stade très précoce. J'ai fait tout le nécessaire. J'ai trouvé des extraits, des recherches scientifiques, tout de suite ce qu'il me fallait. Et ça a été réglé assez vite. Mais une fois que c'était fait, donc j'ai mobilisé toutes mes forces intérieures pour faire ça. Une fois que c'était terminé, je suis restée avec la peur de récidive. Je pense que certains de vous savent ce que c'est. Et vous comprenez très bien que vivre dans la peur, c'est dur, c'est difficile. Et comme ce n'est pas du tout dans mon caractère d'être victime de quelque chose et d'attendre que ça me tombe du ciel, j'aime bien prendre des choses en main et de contrôler. Voilà, c'est mon caractère. J'ai décidé de reprendre des études justement dans ce domaine et j'ai suivi plusieurs formations en génétique de cancer. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'était à la fois c'était pointu sur certains sujets, parce que c'est un grand sujet, le cancer. Vous savez très bien, on peut l'étudier des années et des années en fait. Et à la fois, c'était très théorique, c'était très, justement, la théorie qui n'était pas liée avec ce qui était proche de moi, la naturopathie, la nature en général. Il faut dire que je viens de Russie et en Russie, historiquement, les médecins sont toujours formés aux deux, la médecine allopathique, mais aussi la naturopathie. Et lorsque vous allez voir un médecin en Russie, il va vous conseiller un médicament, mais il va en même temps vous conseiller des plantes, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à lire des recherches scientifiques, hum, justement pour approfondir mes connaissances et creuser davantage. Et j'ai eu l'idée de faire un croisement entre la théorie que j'ai étudiée pendant des formations et les recherches scientifiques. Et justement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal, même pas mal, mais il y avait énormément de recherches scientifiques internationales faites par des chercheurs souvent venant d'Asie, par exemple, de Chine, d'Inde, là où les médecines traditionnelles sont plus ou moins reconnues depuis longtemps, qui ont étudié justement l'impact de certaines plantes, d'extraits naturels, d'aliments sur tel ou tel gène impliqué dans tel ou tel type de cancer. Et donc, voilà, j'ai creusé, j'ai au total étudié 700 recherches, non même plus. 700 recherches, c'est dans le cadre de cette formation-là, mais j'en ai d'autres. Et j'ai décidé de tout synthétiser, de tout structurer en fait, pour que ça soit compréhensible à la fois pour moi, mais aussi pour les autres. Euh, il faut dire que si on regarde, et effectivement, il y en a énormément de recherches. Le cancer, c'est peut-être le sujet le plus étudié et le lien entre la naturopathie au sens large et le cancer est très étudié aussi comparé à d'autres maladies existantes. Mais c'est comme un énorme stock de connaissances éparpillées
Et si on veut chercher quelque chose, on va s'y perdre assez rapidement, en fait. Donc, ça manquait de structure et c'est ce que j'ai essayé d'apporter en créant cette formation. Et après, je continue avec d'autres formations. Voilà. Donc, je vais commencer par un peu de théorie parce que si j'ai bien compris, la plupart de vous ne sont pas du milieu médical et ceux qui le sont, ben, pardonnez-moi pour la répétition. Voilà, donc qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Puisque c'est donc la formation que j'ai créée et puis l'école, elle porte en son sein le mot épigénétique. Littéralement, ça veut dire ce qui est au-dessus de la génétique. En fait, la génétique, entre autres, s'occupe notamment des mutations génétiques. Les mutations qui sont souvent héréditaires ou acquises pendant la vie suite à l'exposition aux substances mutagènes, par exemple, et en général, ces mutations sont définitives. L'épigénétique, d'autre part, s'occupe de l'altération du fonctionnement des gènes qui sont totalement fonctionnels, qui ne sont pas mutés, mais qui peuvent fonctionner, soit fonctionner ou ne pas fonctionner le long de la vie pour certaines raisons. Et justement, cette altération du fonctionnement des gènes épigénétiques, justement, se trouve suite à l'influence des facteurs environnementaux. Tout ce qui est autour de nous rentre en contact avec nous et nous influence d'une façon ou d'une autre. Et c'est inévitable. On peut mettre l'image suivante, s'il vous plaît. Donc, la naturopathie épigénétique. Par conséquent, justement, c'est ce qui rejoint les deux. Et la naturopathie épigénétique, à mon sens, se focalise justement sur l'influence de tous ces facteurs environnementaux, notamment les aliments, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, les vitamines, les oligo-éléments, les phytohormones, les substances cancérigènes alimentaires, etc., sur le fonctionnement de nos gènes. En fait, notre organisme, c'est un système très organisé, un système génétique très organisé, euh, mais qui ne fonctionne pas en autarcie. Comme j'ai dit, on est toujours sous influence de ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on inspire, ce en quoi on est toujours en contact constamment. Et on peut nier ce fait, on peut ne pas le reconnaître, on peut ne pas le savoir tout simplement, mais il n'empêche qu'on ne peut pas se soustraire de cette influence qui peut être parfois négative, parfois positive, et cette influence peut activer certains gènes, peut désactiver certains gènes, et forcément changer leur fonctionnement et les résultats qu'on voit. Alors, la page suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que le cancer du point de vue génétique et épigénétique? Du point de vue génétique, le cancer, en général, lorsqu'on en pense, on pense d'une accumulation de cellules à division et prolifération accélérée et pratiquement infinie, ce qui finit par endommager les organes hôtes, ou, par exemple pour les tumeurs solides, et finit par épuiser les réserves de l'organisme jusqu'à induire la mort. Et en général, ça se passe suite justement aux mutations génétiques. C'est une définition correcte en principe, mais si on regarde du point de vue épigénétique, ça devient encore plus complexe. On peut continuer notre page, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai dit, l'organisme, c'est un système de gènes. C'est un système très organisé, très structuré, où tout est bien pensé. Chaque gène est à sa place, à sa fonction, plusieurs fonctions en général. Et ces gènes sont reliés entre eux. Et même, il y a une certaine hiérarchie des gènes. Ça veut dire que les gènes qui sont en haut de l'échelle vont donner un ordre, on va dire, à un gène qui sont en dessous, qui vont les activer ou désactiver. S'ils sont activés, ils vont ensuite donner un ordre aux gènes qui sont en dessous et ainsi de suite. Les marqueurs de prolifération de l'apoptose sont tout en bas de l'échelle. Et donc, lorsque vous faites un test génétique, par exemple, et on trouve un gène, imaginons muté,
ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies peuvent penser que voilà, il s'agit d'un seul gène qui est en cause et voilà, c'est tout. En réalité, ce gène muté, il est en lien avec plein de gènes dans ce réseau. Euh, on peut par exemple tourner la page. Là, vous avez un exemple d'un réseau de gènes qui notamment sont impliqués dans le développement de cancer. Ce n'est pas un tableau exhaustif, c'est juste un exemple, il y en a d'autres. Mais on voit bien que, par exemple, là en haut, vous voyez, nous avons des récepteurs et certains d'autres gènes. Les récepteurs d'estrogènes, les récepteurs qui sont activés par donc les récepteurs de facteurs de croissance, analogues à l'insuline, qui sont activés par l'insuline, par exemple, les glucoses, etc. Et ensuite, une fois qu'ils sont activés, ils activent d'autres gènes. Et là, où vous voyez des flèches, c'est une activation. Vous voyez les flèches qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent, et qui vont tout en bas. Et vous voyez, ça finit par la prolifération et la division cellulaire. Là, vous voyez des flèches barrées. Par exemple, là, à droite, P21, P27, en haut, PTEN. Là, c'est la désactivation. Donc, les gènes qui barrent l'activation, on va dire. Donc, dans ce réseau de gènes, tout est programmé à la base euh, d'une façon très intelligente. Tout est prévu. Dans l'organisme sain, tout est prévu en fait. Et dans ce réseau, nous avons plusieurs suppresseurs de tumeurs, les gènes qu'on appelle suppresseurs de tumeurs justement. Et justement là où vous voyez les flèches barrées, les lignes barrées, ce sont des suppresseurs de tumeurs. Et qui sont à la fois en haut, à la fois quelque part au milieu et en bas de l'échelle aussi. Donc, dans le réseau sain, on va dire, qui fonctionne bien, c'est organisé que même si jamais il y a une activation surnaturelle qui a eu lieu, il y a un suppresseur de tumeur qui va s'activer et qui va arrêter cette réaction en cascade. On appelle ça les réactions en cascade lorsqu'un gène active un gène et par la réaction en chaîne, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Voilà, là par exemple, tout à fait. Donc, le rôle des suppresseurs de tumeurs, c'est justement arrêter cette activation trop longue, par exemple, ou qui n'a pas eu lieu d'être. Par exemple, dans notre organisme, nous avons de temps en temps besoin de la prolifération de division cellulaire. C'est tout à fait normal. Toutes les cellules se renouvellent. Tous les tissus de nos organes se renouvellent à un certain rythme, chacun à son rythme. La peau, les cheveux, les ongles se renouvellent beaucoup plus souvent. Pour l'embryogenèse, pour le spermogénèse, il faut cette prolifération et la division. Mais pour d'autres tissus, c'est beaucoup plus lent et ce n'est pas censé être tout le temps activé. Si on a une blessure, c'est normal qu'une chaîne de gènes va s'activer pour demander à ce que l'organisme fabrique du collagène, par exemple, pour cicatriser la blessure. Mais une fois que c'est fait, normalement, cette activation doit s'arrêter. Dans le cas de cancer, en général, elle ne s'arrête pas, justement. Donc, dans ce système, nous avons aussi des oncogènes. On les appelle comme ça, à la base, ce sont des gènes tout à fait normaux, mais justement, soit par mutation ou parce qu'ils ils n'ont pas été censés être actifs et ils le sont devenus pour X raisons, on les appelle oncogènes puisqu'ils lancent un appel à la prolifération, lancent un appel à l'activation, et ceci d'une façon aberrante. Mais normalement, même si cela se passe, les suppresseurs de tumeurs devraient remplir leur rôle lorsqu'ils sont fonctionnels. Certains gènes suppresseurs de tumeurs sont aussi chargés non seulement d'arrêter les voies d'activation aberrantes, mais aussi de réparer les dommages à l'ADN ou, si c'est pas possible, de déclencher l'apoptose de cellules
endommagée pour justement prévenir que cette cellule se transforme en cellule cancéreuse. Certains gènes suppresseurs de tumeurs sont chargés de réguler le flux de glucose et la glycogène aérobie qui est utilisée par les cellules cancéreuses, par exemple. Nous avons aussi toute une armée de gènes chargés des différents agents du système immunitaire qui ont aussi un rôle très important dans la régulation du cancer, qui ne sont pas affichés ici sur cette page. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dans l'organisme sain, c'est prévu à ce que même s'il y a une cellule Pas bien. cancéreuse qui arrive, je peux continuer? Oui, oui. Oui. Donc, même si, Pour parce que être tout le tranquille. monde peut avoir de temps en temps des cellules cancéreuses dans l'organisme, on ne le sait même pas. Notre organisme les trouve tout seul et les élimine, les tue euh, d'une façon ou d'une autre, sans qu'on le sache même. Et c'est tout à fait normal. C'est lorsque ce système ne fonctionne plus correctement que nous avons des cancers. Et justement, aussi bien les oncogènes peuvent être mutés et enclencher des activations aberrantes, mais les gènes suppresseurs de tumeurs peuvent aussi être mutés. Et à ce moment-là, soit il y a une perte de gènes, ça veut dire que souvent, par exemple, le PTEN, qui est en haut, et qui doit arrêter la voie d'activation procancéreuse PI3K à mTOR, qui est très connue, souvent ce gène est perdu. Ça arrive aussi que le gène change de fonction. Par exemple, parfois, il y a les mutations de PX53, qui est un suppresseur de tumeur, qui doit, entre autres, déclencher l'apoptose. Certaines mutations le transforment en oncogène aussi. Ça arrive. Donc, dans tous les cas, ce qui est important ici, et ça c'est juste un exemple, il y a d'autres schémas de gènes, ce qui est important, c'est de savoir où se trouve chaque gène. Quelle est sa fonction, et si on fait des tests génétiques et on sait que tel ou tel gène est muté, à ce moment-là, on sait que, par exemple, si on prend BRAF, un oncogène, par exemple, imaginons qu'il est muté, il devient suractivé. Donc, suivant les flèches, il va activer les voies de signalisation que vous voyez en bas, mais aussi à droite. Il va activer même 4 voies de signalisation. Vous voyez? Là. BRAF, 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 au milieu, juste au milieu. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, on descend plus loin, mec, et là, il va activer même 4 voies de signalisation. Si on suit les flèches. Maintenant, imaginez que nous pouvons agir sur les gènes qui sont en dessous de ce gène muté. Nous pouvons les inhiber, les contrôler par l'alimentation, par les compléments alimentaires, les extraits de plantes, etc. Puisqu'il y a énormément de recherches qui visent d'une façon ciblée le rapport de telle ou telle plante, tel ou tel aliment par rapport à tel ou tel gène dans ce tableau. Plus chaotique, mais ça paraît plus contrôlable. Ou par exemple, si nous savons que peut-être, comme on a vu, le suppresseur de tumeur, il est muté, il est perdu, il ne remplit plus de fonction. À ce moment-là, nous pouvons agir directement et inhiber P3K, mTOR et d'autres. Donc là, c'est au milieu, plus vers la droite. Voilà. Plus à droite et vers le haut. Plus à droite et vers le haut. Encore plus à droite. Et plus haut, plus haut, et plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Voilà, c'est cette voie procancéreuse. Et juste en bas, vous avez PTEN qui est suppresseur de tumeurs. Vous voyez? Donc, le but de mon travail, c'était justement de trouver comment agir sur tel ou tel gène, comprendre la mécanique de leur interaction et de systématiser les connaissances pour que ça soit plus facile à trouver, plus facile à utiliser.
pour ceux qui s'en occupent, pour ceux qui les utilisent dans leur pratique. Alors, il faut dire qu'à part les mutations, parce qu'il n'y a pas que des mutations, comme j'ai dit, il y a aussi l'altération de fonctionnement de ces gènes qui peut avoir lieu. On peut suivre la page suivante, s'il vous plaît. Les méthylations. Donc, dans notre organisme, lorsqu'on nous naissons, nous avons un énorme génome et 80% de ce génome est totalement inactif. Uniquement autour de 20% du génome, si je ne me trompe pas, euh, sont tout à fait suffisants pour construire et faire marcher, fonctionner notre organisme d'une façon totalement correcte. Avant, on pensait que c'était les ordures, les autres 80% du génome, mais et ces 80% du génome, ils ne sont pas mutés, enfin, en général. Ils sont tout simplement fermés, verrouillés par un cadenas, entre guillemets, métaphoriquement parlant. Et ce cadenas, c'est un groupe méthyle qui est posé sur le promoteur de gène et qui lui empêche de s'exprimer, lui empêche de fonctionner. Si on enlève le cadenas, il va fonctionner. Si on met le cadenas, il va être verrouillé, tant que le cadenas est sur le promoteur. Donc, avant, on pensait que ces 80% du génome, c'était des ordures qu'on a héritées de nos ancêtres très lointains. Et ce qu'on voit au fur et à mesure de la vie, avec l'âge, c'est que certains cadenas sautent. Ils peuvent même se déplacer tout le long du génome et se poser sur les promoteurs d'autres gènes qui étaient censés être actifs à la base, et donc de les fermer, de les verrouiller. Mais on constate avec l'âge une hypométhylation. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gènes qui sont actifs. Le ratio, ce n'est plus 80 par 20, mais je ne sais pas moi, j'ai pas eu de chiffres exacts, mais il y a beaucoup plus de gènes actifs par rapport à ceux qui sont verrouillés. Et ces gènes qui étaient censés être verrouillés, fermés, justement participent dans le processus qu'on appelle le vieillissement. Le vieillissement et l'installation de toutes sortes de maladies. Parce qu'il altère le fonctionnement de tout l'organisme. Entre autres, il y a des gènes qui, une fois qu'ils sont déverrouillés, donc réactivés, ils commencent à sauter euh, n'importe où dans le génome. Ils peuvent même sauter non seulement entre les gènes, mais ils peuvent carrément atterrir au milieu d'un gène, en causant ainsi sa mutation. Donc, contrôler la méthylation, c'est très intéressant en fait. Bien que c'est difficile à dire si c'est possible de la contrôler complètement, mais en tout cas, il y a des tentatives. Donc, il y a des chercheurs qui sont intéressés à la question et ils ont trouvé comment ça fonctionne. Donc, d'abord, il y a une question de la disponibilité des groupes méthyl dans l'organisme. Et les groupes méthyl, ça provient avec l'alimentation. Deuxième chose, ça dépend des enzymes qui transportent ces groupes méthyl. Et troisièmement, ils ont trouvé que certaines plantes, certains éléments agissent d'une façon ciblée sur tel gène en étant capable de méthyler et donc fermer, verrouiller ce gène ou au contraire réactiver et déméthyler ce gène en question. Et là, ça devient intéressant parce que imaginons que vous n'avez même pas de mutation, mais on peut avoir un cancer sans mutation, hein. Mais imaginons que vous avez plein de gènes qui sont les suppresseurs de tumeurs qui sont verrouillés, tout simplement. Et les oncogènes qui étaient censés être verrouillés, ils sont au contraire déverrouillés, actifs. Et le pire, c'est que vous pouvez avoir les deux, les mutations et les problèmes, enfin les altérations de méthylation. Si c'est difficile d'agir sur sur les mutations, par contre, sur la méthylation, donc ce cadenas, et choisir où le mettre, où il faut l'enlever, ça c'est tout à fait possible grâce aux recherches scientifiques. Et donc, imaginons que les recherches montrent que vous n'avez pas de mutation à certains suppresseurs de tumeurs, et donc vous avez besoin, on peut supposer qu'ils sont mutilés,
Et grâce à un changement d'alimentation et de compléments alimentaires, imaginons, on peut essayer de les réactiver. Voilà, donc on change de page, s'il vous plaît. L'inflammation. L'inflammation, c'est un lien direct avec le cancer et avec le vieillissement y compris, puisque l'inflammation participe dans le vieillissement et participe aussi dans l'installation, la propagation de cancer. Dans le schéma de gènes que vous avez vu, juste au milieu, il y a un gène, NF-kappa bêta, qui est impliqué dans plusieurs voies de signalisation associées au cancer. Ce gène pro-inflammatoire, très important, peut être activé par plusieurs gènes ou récepteurs d'estrogènes, de facteurs de croissance, donc par le glucose, par l'alimentation, on va dire, certaines protéines. Et à son tour, lorsqu'il est activé, il va activer plusieurs voies de signalisation en dessous de lui. Ces voies de signalisation vont mener directement à la prolifération accrue, mais aussi à la résistance à la chimiothérapie. L'inflammation est reconnue comme une des causes de la résistance à la chimiothérapie. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas la cause unique, mais c'est une des causes. En outre, dans les cas de cachexie, on constate toujours la présence de l'inflammation. Donc, il est important d'inhiber ce gène. Donc, il s'avère que l'alimentation peut aussi agir sur ce gène, mais vous savez que les marqueurs inflammatoires et et anti-inflammatoires, il y en a plein. Et si vous pensez qu'il suffit de prendre n'importe quelle plante qui agit sur l'inflammation, qui inhibe l'inflammation, vous allez avoir tort. Et ceci dépend aussi où vous en êtes dans votre traitement. Si vous êtes sous la chimiothérapie, quel type de chimiothérapie vous prenez? On peut suivre la page, s'il vous plaît. Par exemple, les bêta-saillies qu'on vend dans les magasins bio, qui sont très connus, très reconnus, très recherchés, qui ont pas mal de propriétés très utiles. Eh bien, les bêta-saillies ont une capacité anti-inflammatoire et inhibent ce gène en question. Par contre, comme ces baies ont aussi un grand potentiel antioxydant, si par exemple vous prenez une chimiothérapie qui vise un type de chimiothérapie qui vise l'effet cytotoxique par l'augmentation du stress oxydatif, par exemple, ou par un autre biais, eh bien, cette propriété très forte antioxydante va éventuellement rentrer en conflit avec la chimiothérapie et peut diminuer son effet, par exemple. Donc, il faut bien choisir en fonction des cas. Euh, Par exemple, il vaut mieux, dans ce cas-là, remplacer les baies. Et d'ailleurs, le curcuma, il est dans le même cas, hein. Le curcuma qui a des capacités anti-inflammatoires, qui inhibe aussi ce gène, mais qui est un fort antioxydant et qui va rentrer en conflit avec la chimiothérapie, le type de chimiothérapie basé sur l'effet cytotoxique. À ce moment-là, pour inhiber ce gène, il vaut mieux utiliser, par exemple, le riz noir qu'on peut manger, qu'on peut trouver aussi dans le magasin bio tranquillement, le préparer. Et le riz noir, il est riche en anthocyanine. On peut tourner la page, il y a aussi des références là-dedans. Ah non, c'est ici, c'est sur la même page. Donc, qui a ce potentiel anti-inflammatoire qui inhibe ce gène en question, un kappa bêta, tout en ayant d'autres propriétés anticancéreuses. Ça peut être plus utile à justement combiner avec la chimiothérapie. Dans tous les cas, il faut toujours procéder d'une façon individuelle, voir chaque cas, les tests génétiques, la présence d'autres maladies, les types de chimiothérapie, de radiothérapie, etc. On peut tourner la page, s'il vous plaît. Merci.
Donc, et on peut aussi agir sur les marqueurs de prolifération et d'apoptose de morts cellulaires tout en bas de l'échelle du réseau de gènes que vous avez vu. Donc, nous avons souvent un ratio entre les marqueurs de prolifération et les marqueurs de l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire. Et dans notre organisme, on va dire que nous en avons besoin parfois de la prolifération, par exemple pour la neurogénèse. Notre cerveau, tout le long de la vie, il en a besoin. Sinon, surtout si on est prédisposé génétiquement à avoir une maladie neurodégénérative, eh bien, sans neurogénèse, ça va accélérer les choses, tout simplement. Et des fois, on a besoin de plus d'apoptose. Donc, le ratio, il est différent dans l'organisme en fonction de chaque organe, chaque demande de l'organisme. Et dans ce ratio, entre la prolifération et l'apoptose, on peut aussi le modifier grâce aux plantes. Par exemple, l'extrait de zeste de grenade, dans une étude sur le cancer de prostate, il régule ce ratio en augmentant les marqueurs pro-apoptotiques dans le cancer de prostate, tout en diminuant les marqueurs de la prolifération. Vous avez les références si vous en avez besoin. Alors, on tourne à la page, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, contrairement à certains médicaments, les plantes, certaines plantes, pas toutes, peuvent agir d'une façon ciblée comme si elles savaient détecter où se trouve la cellule cancéreuse et où se trouve la cellule saine. On trouve dans une longue liste de plantes, on trouve des plantes ou des extraits d'aliments, de plantes, peu importe, des extraits naturels qui peuvent à la fois protéger certaines cellules saines et être néfastes pour des cellules cancéreuses, ce qui est très intéressant, ce qui peut être très utile. Par contre, si vous pensez que tout ce qui est naturel est bon, c'est complètement faux. Il y a plein de plantes qui sont absolument toxiques pour tout type de cellules, y compris saines ou cancéreuses. Et il y a aussi des plantes qui augmentent la survie cellulaire de tout type de cellules. Par exemple, les plantes, peu importe, ça peut être les acides aminés ou même autres substances. Par exemple, l'acide aminé taurine, je ne sais pas si je prononce bien, euh, augmente la survie cellulaire. Donc, il faut éviter de le prendre si vous prenez une chimiothérapie cytotoxique. Par contre, vous pouvez l'utiliser, cet acide aminé taurine, pour diminuer l'alopécie. À ce moment-là, vous diluez un petit peu de poudre de taurine dans de l'eau et vous mettez sur le cuir chevelu. La Mais vous ne taurine, hein. l'avez... Taurine, on dit. Taurine, oui. Pardon, voilà, taurine. Voilà, donc ça permet de... Ou, par exemple, vous mettez sur la peau, si vous voulez protéger la peau du soleil, par exemple. Mais vous ne l'avalez pas si vous prenez la chimiothérapie, le type de chimiothérapie qui justement vise à s'attaquer, à tuer les cellules par un excès de stress oxydatif ou par d'autres moyens. Et si on revient à cet extrait de zeste de grenade, c'est un neuroprotecteur, par exemple. Donc, on peut très bien le prendre pour protéger nos neurones. Ça veut dire qu'il est totalement capable de protéger les cellules saines de notre cerveau, mais en étant néfaste pour le cancer de prostate. Voilà, c'est ça le miracle de la nature. Alors, la page suivante, s'il vous plaît. Donc, les métastases. Donc, comprendre les métastases, c'est très intéressant, c'est très utile, à la fois pour arrêter d'en avoir peur et comprendre comment on peut agir pour essayer de les réguler. Donc, les métastases, c'est tout un processus en fait qui se met en place. En général, le processus métastasique commence là où la tumeur n'a plus de ressources. Elle en a besoin
mais là où elle se trouve, localement, elle n'en trouve pas. Pour cela, elle va mettre en place plusieurs méthodes, on va dire. La première, c'est la dissolution de la matrice intracellulaire. Pour naviguer, pour voyager dans l'organisme, les cellules métastatiques ont besoin du passage. Or, nous n'avons pas de trou, pas de vide, on va dire. Entre nos cellules, nous avons la matrice qui relie nos cellules. Donc, euh, les cellules cancéreuses vont activer certains gènes qui vont dissoudre littéralement la matrice intracellulaire entre la tumeur de base et ce passage devrait mener vers les voies de circulation sanguine. Ensuite, les cellules cancéreuses doivent perdre leur différenciation. Vous savez que pendant l'embryogenèse, donc, nous avons d'abord les cellules embryonnaires qui sont non différenciées, qui, au fur et à mesure de la construction de l'embryon, se différencient en cellules de telle gamme du corps humain. Or, pour aller quelque part dans un autre bout de l'organisme, il faut devenir de nouveau perdre cette différenciation. Par exemple, si à la base c'était le cancer du foie, il faut perdre la différenciation aux cellules de foie, devenir indifférencié, faire le passage, naviguer, atterrir là où il y a des ressources, et de nouveau se différencier en une cellule, imaginons, de l'estomac. C'est un exemple, ou du cerveau. Et pour cela, donc les cellules cancéreuses, donc métastatiques, doivent activer une certaine liste de gènes et même des voies de signalisation qui sont impliquées dans le processus métastatique. Les cellules métastatiques aussi mettent en place l'angiogénèse, l'activation de l'angiogénèse, ce qui augmente leur capacité invasive. Et donc, sur tous ces gènes, il s'avère que les recherches scientifiques ont démontré que certains éléments, certains actifs naturels peuvent aussi réguler, cas par cas, gène par gène, marqueur par marqueur, tous ces éléments du processus métastatique. Par exemple, ici, on prend la dissolution de la matrice intracellulaire. Si on inhibe les gènes qui sont responsables de cette dissolution, à ce moment-là, la cellule ne pourra pas dissoudre la matrice et donc elle ne pourra pas naviguer dans l'organisme. Elle va rester là où elle était. Cette inhibition de la dissolution de la matrice intracellulaire ne va pas tuer les cellules métastatiques. Par contre, ils ne pourront pas trouver des ressources ailleurs. Ensuite, nous avons une voie de Hitchcock qui favorise les métastases et il s'avère qu'un gène qui est fermé par nos images, qui s'appelle LKB1, inhibe cette voie prométastatique. Ce même gène, suppresseur de tumeur, régule aussi le flux de glucose et la glycolyse aérobie utilisée par les cellules cancéreuses. Les recherches montrent que les oméga-3 et l'extrait de thé vert, l'épicatechine galate, si je prononce bien, vous me corrigez, active ce suppresseur de tumeur qui, justement, inhibe la voie de Hitchcock. La mise en place de l'angiogénèse, entre autres, peut être inhibée par le zeste de grenade. Je n'ai pas mis la référence de ce dernier, mais si vous me demandez après, je peux vous l'envoyer. Voilà, ce ne sont que des exemples, mais il y en a d'autres. Toujours est-il que si, et sûrement, même pas si, sûrement la personne qui a des métastases, elle est sous la chimiothérapie, à ce moment-là, il faut bien choisir, hein, peut-être les oméga-3, c'est mieux que l'extrait de thé vert, pour certaines raisons, que je vais expliquer après. Alors, la page suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de produit miracle qui va régler tous les problèmes et tout type de cancer. Parce que justement, il y a plusieurs types de cancer.
plusieurs cas uniques même, individuels, avec des mutations spécifiques. Donc déjà, chaque type de cancer a souvent des mutations spécifiques caractéristiques pour ce type de cancer. En plus, nous avons des schémas de méthylation, des méthylations différents en fonction de chaque être humain. En plus, nous avons des maladies qui se rajoutent, d'autres maladies qui peuvent se rajouter ou qu'il faut absolument prendre en compte. Et chaque personne a son type ou même plusieurs types de chimiothérapie, par exemple, qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, il est impossible de conseiller un produit miracle à tout le monde. Ce serait totalement irresponsable. Merci de le dire, Anna. Voilà, C'est très important. oui. Par contre, il est important de faire des tests génétiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cancers, mais qui n'ont jamais fait de tests génétiques parce que leurs médecins considéraient que ce n'était pas la peine. Euh, Sans expliquer des raisons. Peut-être parce qu'ils pensaient que c'est déjà évident. En réalité, ce n'est pas toujours évident. On peut trouver d'autres choses qui sont importantes ou ne pas les trouver. Euh, dans tous les cas, les tests génétiques sont importants pour ensuite adapter la nutrition, adapter les compléments alimentaires ou éviter certains compléments alimentaires et éviter certains aliments. C'est aussi possible en fonction de ce test génétique. Donc, il faut le réclamer à vos médecins absolument, surtout que c'est remboursé. Euh, donc, ce qui peut être bon pour une personne peut être mauvais pour une autre personne. C'est tout à fait normal. Et là, par exemple, je vous donne quelques exemples. Les vitamines. Donc, il y a une longue liste de vitamines. Souvent, la majeure partie des vitamines sont déconseillées aux personnes ayant des cancers, à part la vitamine D et certaines formes de la vitamine K, K2, K3. Il existe une nuance concernant les vitamines du groupe B. Par exemple, l'excès de folate est particulièrement déconseillé aux personnes ayant des mutations de BRCA1, BRCA2 et aux hommes ayant des mutations du gène APC et du gène BRAF. D'où c'est important de faire des tests génétiques. Par contre, pour les femmes ayant les mutations de ces deux derniers gènes, APC et BRAF, il n'y a pas de lien entre la consommation de folate, l'excès de folate et les cas de cancer. Un autre exemple, le fer. La page suivante, s'il vous plaît. J'ai eu un cas d'un bariatrique. Il y a une personne, une dame, qui vient me voir. Donc, elle a un cancer avec les métastases. Et elle vient initialement pour adapter l'alimentation à sa chimiothérapie. Donc, je lui pose quelques questions, ce qu'elle mange, ce qu'elle prend, et elle me dit qu'elle prend des suppléments de fer pour ne pas être obstinée. Or, il s'avère, et les recherches le montrent, que les cellules cancéreuses ont besoin d'énormément de fer. Les cellules cancéreuses volent littéralement le fer dans le stock de l'organisme et dans les cellules saines. En plus, les cellules cancéreuses inhibent l'export du fer de leurs cellules. Donc, ils font tout pour le garder et augmenter les stocks à l'intérieur des cellules cancéreuses, tout en étant protégés du stress oxydatif que l'excès de fer crée. Et en plus de ça, l'excès de fer active les gènes associés aux métastases et inhibe les gènes suppresseurs de métastases. Donc, c'est un exemple flagrant où la personne, en pensant bien faire, en pensant de prendre quelque chose d'anodin que toute autre personne en manque de fer ferait. Et on ne sait même pas si elle était en manque de fer d'ailleurs. Elle a fait, elle a tout simplement décidé qu'elle avait besoin de fer, en fait. C'est pas son médecin qui lui a conseillé ça. C'est elle-même qui a décidé. Donc, en pensant bien faire, en réalité, elle a empiré son cas. Voilà, ça c'est à prendre en compte absolument. Alors, le sujet suivant, la page suivante, très important, la naturopathie épigénétique et la chimiothérapie. Donc, une chose, c'est d'adapter l'alimentation, les compléments alimentaires pour, en tant que prévention de cancer.
Par exemple, vous savez, vous avez fait des tests génétiques parce que vos parents, votre famille ont eu des cas de cancer. Vous supposez que vous pouvez en avoir et vous voulez faire de sorte à retarder le plus possible et diminuer le risque. Ça, c'est une chose. Ou, par exemple, vous avez déjà eu un cancer, vous avez suivi tous les traitements, toute la chimiothérapie, etc. C'est terminé, vous avez terminé votre traitement et maintenant, vous voulez adapter votre alimentation, votre mode de vie pour éviter les récidives. Un autre cas, par contre, si vous êtes en train de faire une chimiothérapie, une radiothérapie, là, ce sera pas complètement, mais légèrement différent. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte justement les types de chimiothérapie que vous prenez. Vous savez que nous avons plusieurs familles de chimiothérapie. Il y a déjà deux grands groupes, la chimiothérapie, on va dire classique, et la chimiothérapie de nouvelle génération qui cible vraiment les gènes spécifiques sans forcément nuire aux cellules à côté. Par contre, la chimiothérapie classique, et là, elle peut être subdivisée en plusieurs sous-groupes. Certains sous-groupes visent l'effet cytotoxique en endommageant l'ADN, par exemple, ou en créant l'excès de stress oxydatif. Et là, il faut le prendre en compte puisque c'est votre choix de faire cette chimiothérapie. Les naturopathes n'ont pas le droit de vous déconseiller ça, de vous l'interdire, de vous dire d'abandonner. Les naturopathes n'ont pas le droit de le faire. Les naturopathes ne peuvent que accompagner ce que vous avez choisi vous-même de faire. Ici, c'était votre choix, donc il faut respecter votre choix. Et ne pas nuire à ce que vous avez choisi de faire. Mais au contraire, essayez au moins de ne pas nuire et au mieux de l'améliorer. Donc, il faut absolument éviter en premier lieu des aliments, des compléments alimentaires qui sont en conflit avec la chimiothérapie que votre médecin a choisi pour vous. Et là, un exemple, le curcuma, que vous connaissez très bien, que vous comprenez, et il y a plein d'articles à ce sujet. Effectivement, le curcuma a plusieurs propriétés anticancéreuses que je ne vais pas énumérer ici. Par contre, on sait que le curcuma active les gènes BRCA1, BRCA2. Ces gènes sont impliqués dans la réparation des dommages à l'ADN, notamment la réparation des cassures double brin de l'ADN et la recombinaison. Or, et en plus, le curcuma, c'est un excellent antioxydant. Donc, si vous prenez la chimiothérapie qui vise à endommager l'ADN, et le curcuma, et vous prenez du curcuma à côté qui va activer les gènes qui vont réparer l'ADN, à ce moment-là, éventuellement, cette chimiothérapie ne sera pas efficace. Et d'ailleurs, je n'ai pas noté ici, mais l'épigallocatechine galate, voilà, l'extrait de thé vert, et la quercétine agissent de la même façon. Euh, à ce moment-là, si vous prenez ce type de la chimiothérapie, il vaut mieux l'accompagner justement de l'extrait de zeste de grenade qui, lui, d'après les recherches, inhibe ces gènes BRCA1, BRCA2. À ce moment-là, ça sera compatible avec ce type de la chimiothérapie. Pareil, je ne l'ai pas noté ici, mais je peux vous envoyer des références si vous en avez besoin. Alors, donc en outre, nous pouvons améliorer même l'effet de la chimiothérapie grâce à la nutrition et certains extraits de plantes. Par exemple, le même extrait de grenade améliore, d'après les recherches, la chimiothérapie de docétaxel, docétaxel, voilà, la cardiotoxicité de doxorubicine et la rénotoxicité de la cisplatine. Pareil, je peux vous envoyer les références.
si vous m'écrivez. Donc, voilà, c'est encore un exemple où le même produit, le même extrait, peut protéger le cœur, les reins, le cerveau, tout en ayant néfaste à certains types de cellules cancéreuses et tout en étant compatible et même en améliorant l'effet de la chimiothérapie que j'ai énumérée. Une autre chose très importante, la chimiothérapie, en général, plus on en prend, plus ça peut provoquer la résistance à cette chimiothérapie. Et grâce à certains extraits de plantes, on peut diminuer et même inverser cette résistance à la chimiothérapie. Et ça, c'est très intéressant pour les médecins. Puisque lorsque la chimiothérapie est prescrite, mais elle ne marche pas, parce qu'il y a une résistance, à ce moment-là, il faut faire quelque chose d'autre. Or, on peut tout simplement inverser cette résistance. La page suivante, s'il vous plaît. Donc, les proanthocyanidines qu'on trouve, par exemple, dans les myrtilles, si vous le mangez avec la doxorubicine, cette association améliore l'effet antitumoral induit par la doxorubicine et en plus inverse la résistance à cette chimiothérapie, d'après la recherche. Un autre extrait de Scutellaria beccalensis inverse la multirésistance à la chimio en diminuant le taux de la glycoprotéine P. Son rôle de cette glycoprotéine P est d'expulser les médicaments, notamment la chimiothérapie des cellules cancéreuses. Donc, par exemple, on vous a prescrit tout à fait une chimiothérapie adéquate, ou même vous prenez des compléments alimentaires, mais vous avez une résistance, et cette expulsion active, elle ne va pas forcément choisir et sélectionner la chimiothérapie, elle va souvent expulser tout ce qui rentre et paraît étranger pour la cellule. Donc, toutes les substances actives vont être tout simplement expulsées et il n'y aura aucun effet. Donc, l'extrait de Scudellaria beccalensis inverse cette multirésistance. Et d'ailleurs, là, dans cette étude, oui, ils ont pas associé cette étude à un certain type de médicament, justement parce que lorsqu'on on diminue le taux de la glycoprotéine P, en fait, ça diminue la résistance à toutes les chimiothérapies. Et donc, ça peut être associé à d'autres chimiothérapies aussi. D'ailleurs, si vous prenez millepertuis, qu'on prend souvent pour l'effet antidépresseur, il faut savoir que millepertuis aussi augmente l'expulsion des substances actives, que ce soit les médicaments, que ce soit les vitamines, que ce soit les compléments alimentaires de l'organisme. Donc, c'est pas compatible avec le traitement non plus. Donc, et aussi, je crois que c'est la page suivante, certains extraits de plantes peuvent diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie. Par exemple, le même extrait de Scutellaria beccalensis améliore l'effet de la cisplatine tout en diminuant la cachexie. Et nous avons vu avec le zeste de grenade, l'extrait de zeste de grenade, et d'ailleurs, vous savez comment le préparer ou pas? Vous voulez que je vous le dise? Oui. Alors, le zeste de grenade, ils vont mieux prendre une grenade dans le magasin bio, sans produits chimiques par-dessus, donc, puisque vous allez avoir besoin de l'écorce. Donc, vous l'épluchez, vous ne jetez surtout pas l'écorce, vous mettez dans l'eau bouillante et vous faites bouillir au moins 15 minutes. Vous pouvez le faire plus, si vous voulez. Et ensuite, vous buvez cette décoction, au moins un verre par jour. C'est très amer, mais
Voilà, c'est recommandé dans certaines recherches. Le seul hic de l'extrait de zeste de grenade, éventuellement, peut-être vous pouvez le trouver sous forme de comprimé, de capsule, je n'en sais rien. Aujourd'hui, on peut tout trouver sur Internet ou dans des endroits spécialisés, des magasins, des herboristeries, etc. Le seul hic de l'extrait de zeste de grenade, c'est qu'il inhibe la conversion de testostérone en estrogène. Ce qui peut être même pas mal pour ceux qui ont des cancers hormonodépendants, notamment dépendants de l'estrogène, puisque automatiquement, en prenant du jeu de zeste de grenade, vous n'en aurez plus d'estrogène. Par contre, si vous avez un cancer qui n'a rien à voir avec les hormones, et vous êtes une femme de l'âge reproductif avec un système hormonal tout à fait fonctionnel et vous prenez régulièrement l'extrait de zeste de grenade, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec l'excès de testostérone et le manque d'estrogène, ce qui va créer d'abord de l'agressivité et toutes les conséquences de l'excès de testostérone, et d'autre part, toutes les conséquences du manque d'estrogène, ce qui va vous mettre probablement en état comparable avec la préménopause pendant la prise. Voilà, c'est réversible. Ça peut être réversible si on arrête de le boire et on réactive cette enzyme qui régule la conversion de testostérone en estrogène. On peut de nouveau euh, augmenter le ratio d'estrogène par rapport à la testostérone. Mais par contre, si vous comptez faire un long traitement, il faut vous préparer à tous les inconvénients du manque d'estrogène, c'est-à-dire la dépression, les sueurs, le problème de sommeil, euh, l'état mélancolique, dépressif, etc. C'est pas toujours ce qu'on souhaite. En tout cas, il faut savoir avant de choisir. Pour les hommes, il n'y a pas de problème. Pour les personnes, les femmes qui prennent des hormones de substitution ou qui sont déjà en ménopause, il n'y a pas de problème. Euh, Puisque vous en avez déjà pas d'estrogène endogène, votre propre. Soit vous fonctionnez avec l'estrogène extérieur, soit votre corps s'est déjà habitué à cet état, à ce monde. Donc, ça va rien changer pour vous. C'est uniquement pour les femmes de l'âge reproductif où ça peut éventuellement changer. Voilà. Et le dernier sujet, c'est le jeûne et le cancer. La page suivante, s'il vous plaît. Donc, vous avez sûrement lu, entendu les expériences de Walter Longo, le scientifique américain d'origine italienne qui a fait pas mal justement d'expériences sur les souris, essentiellement, en les faisant jeûner pendant 48 heures. Il a découvert que lorsque les souris étaient porteuses de cancer et pendant le jeûne, le cancer ne se développait pas, puisque les facteurs de croissance étaient plus bas pendant le jeûne, donc la prolifération, la division cellulaire s'arrête en général, euh, puisque le corps est en manque de ressources et s'adapte au jeûne. Voilà, c'était sa conclusion. Et ensuite, il a essayé d'associer le jeûne et les chimio, même chez les volontaires humains, et il a trouvé que c'était même très bien, c'était même efficace quant à l'effet de les chimio. Par contre, puisque c'est lui, Walter Longo, c'est pas le seul qui a fait des recherches sur le jeûne, il y a pas mal de recherches qui étaient faites pendant les années 50 en Union soviétique et qui ont approfondi beaucoup ce sujet et qui surtout ont été faits sur les humains. Et c'est des jeûnes très très longs jusqu'à 21 jours et plus, et que j'ai lu et moi-même j'ai testé. J'ai jeûné à deux reprises, un mois la première fois et 26 jours la deuxième fois, en faisant des analyses avant et après, donc ce qui était très intéressant à comparer. Donc, en connaissance de cause, la page suivante, s'il vous plaît. Il y a plusieurs mais quand on applique le jeûne aux patients ou aux personnes qui sont porteurs de cancer. Euh, Bonne page, là, ou pas? la page suivante, s'il vous plaît.
Ah non, il y a une page avant. Voilà. Parfait. Donc, des précautions qui sont à prendre en compte. Puisqu'en général, par exemple, dans les recherches scientifiques, quand même, le jeûne s'applique à des personnes plus ou moins en bonne santé. Le cancer même a été indiqué comme une contre-indication dans les années 50. Mais il s'agissait des longs jeûnes de 21 jours. Donc, ce qu'il est à prendre en compte des précautions, tout d'abord, si la personne ayant un cancer décide de jeûner, il faut absolument que ce jeûne soit suivi par son médecin et son médecin doit avoir des connaissances du fonctionnement de l'organisme humain pendant le jeûne. Tout simplement parce que, eh bien, des analyses peuvent paraître anormales, il faut savoir les interpréter compte tenu du jeûne. Euh, et comme il ne s'agit pas d'une personne en bonne santé, c'est encore plus compliqué et le degré de risque est plus important, forcément. Donc, le suivi est très important. Ensuite, il faut absolument prendre en compte des contre-indications du jeûne. Il y a toute une liste de contre-indications absolues et relatives. Et parmi les contre-indications absolues, on compte l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, cirrhose de foie, forcément cancer de foie, cancer de rein. Pourquoi? Parce que les reins et les foies fonctionnent encore davantage pendant le jeûne. Vous comprenez bien, si le reste de l'organisme peut se reposer, l'estomac, le système digestif peuvent se reposer. Par contre, les reins et le foie fonctionnent et sont sollicités énormément. Donc, si à la base, avant de commencer, ces organes sont déjà en mauvais état de santé, alors le risque, le danger fatal est tout à fait réel. Et il y a eu des cas de mort des personnes qui n'étaient même pas des porteurs de cancer, des personnes pas forcément très âgées non plus, qui, dans des centres de jeunes, animés par justement des amateurs apparemment, et il y a eu des morts. À mon avis, parce que les contre-indications n'ont pas été trouvées au départ et il n'y avait pas de suivi adéquat. Donc, à part ça, il y a, parmi les contre-indications du jeûne, il y a forcément l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque de troisième degré, les thrombophlébites, l'anorexie, la cachexie, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Diabète de type 1 et certains d'autres contre-indications qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Et voilà, il faut absolument tenir compte de ça. Et les scientifiques soviétiques ont considéré que l'âge 75 serait l'âge limite aussi pour le jeune. Bien sûr, tout est individuel. Il faut prendre en compte l'état de santé de chaque être humain, mais dans tous les cas, il vaut mieux ne pas prendre des risques que de prendre trop de risques. Ensuite, la durée du jeûne a de l'importance. 2 jours ou un jour ne change pas autant le système génétique, puisque pendant le jeûne, justement, il y a plus de 200 gènes qui changent de fonctionnement, qui se régulent. Mais ce changement se fait progressivement, jour après jour, et pendant les premières 24 heures, par exemple, lorsque nous avons encore du glucose stocké dans le corps, et sans rien manger, nous utilisons toujours notre propre glucose, ce n'est pas vraiment complètement le jeûne, en fait. Le jeûne commence par le deuxième jour, où on n'a plus de glucose. Et ainsi de suite, les changements se mettent en place progressivement. Les facteurs de croissance, qui sont importants pour la croissance justement cancéreuse, chutent pendant le jeûne, mais chutent aussi progressivement. Lorsque j'ai fait mon jeûne de 1 mois, à la fin d'1 mois de jeûne, j'ai fait des analyses et j'ai demandé à un médecin de labo de les regarder. Et elle a été très étonnée parce que ça paraît complètement normal, ça ne correspond pas à un être humain normal, on va dire. Et les facteurs de croissance étaient en dessous du seuil inférieur.
au bout d'un mois de jeûne. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'au deuxième jour, ce sera pareil, hein. Alors, la taille de la tumeur initiale a de l'importance. Pourquoi? Même si on sait que pendant le jeûne, l'autophagie se met en place, le corps se mange tout seul, d'une façon intelligente, se débarrasse des cellules euh, endommagées, des cellules vieilles, éventuellement de certaines cellules cancéreuses, il ne faut pas surestimer cette capacité. S'il arrive très bien à manger les muscles, et si vous n'en avez pas du tout, ce sera très dramatique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va s'attaquer tout de suite à la tumeur. Par exemple, j'avais des fibromes et pendant en un mois de jeûne, les fibromes ont diminué d'1 centimètre de diamètre seulement. Un mois de jeûne, 1 centimètre. Donc, c'est pas énorme, hein. Il faut pas compter qu'en 2 jours, même en un mois, que le corps il va se débarrasser du tumeur. Ça, c'est un leurre. Euh, Elle peut éventuellement un petit peu diminuer. Par contre, ce qui est important et le plus dangereux, c'est ce qui va se passer après la fin du jeûne. Donc, si tout a chuté pendant le jeûne, lorsque vous commencez à vous alimenter, la réalimentation pour l'organisme après le jeûne, c'est considéré comme la renaissance. Et là, les facteurs de croissance qui ont chuté commencent à sauter au plafond. Il y a un coup de fouet à la croissance cellulaire qui se passe après le jeûne. Les cellules souches apparaissent en grand nombre pour initialement réparer le corps, mais aussi ces cellules souches peuvent se transformer en cellules cancéreuses et métastatiques. Et donc le processus métastatique peut s'accélérer après le jeûne. Et ça, il faut absolument le prendre en compte. Et si jamais vous le faites, euh, votre médecin doit être au courant et le médecin doit savoir comment ça fonctionne, à quoi s'attendre, quelles analyses faire, à quel moment, pour prévenir les dégâts éventuellement. Donc vraiment, il faut peser les pour et les contre avant d'associer le jeûne et le cancer. Si vraiment on a une toute petite tumeur, moins d'1 centimètre, et on fait avec la chimiothérapie et la personne est plus ou moins en bonne santé avec le bon foie, le bon cœur, bon rein, etc., peut-être aussi que ça vaut le coup. Mais il faut demander un conseil au médecin qui a des connaissances à ce sujet. Mais si on a une grosse tumeur et on fait quelques jours de jeûne et après on se retrouve avec plus de métastases qu'on avait avant, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Vous comprenez? Donc voilà. Donc c'est un avertissement pour ceux qui aiment faire des choses révolutionnaires. Il faut toujours être raisonnable, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ma conférence. Tout le monde dort. Merci, merci Anna, c'était très intéressant. Je pense que ça va appeler quelques questions que je vais commencer parce que je connais bien les adhérents qui ont dû être surpris